Et donc, je pense que je peux tout de suite donner la parole pour cette donc, deuxième partie de table ronde sur les aspects structuration des filières, toujours avec la vision durable et équitable. Merci beaucoup Françoise et merci à ce panel d'intervenants que je vais vous présenter. Donc effectivement, effectivement, pour ceux qui ont suivi la première table ronde sur les questions de structuration de filière, on était vraiment plutôt avec un focus autour de l'articulation des enjeux de la production et ce que ça nécessite. On a notamment insisté sur l'introduction, par exemple, des légumineuses. Là, on va peut-être prendre un focus encore plus large et parler de systèmes agri-alimentaires en se déportant un peu vers l'aval et en voyant effectivement des enjeux de structuration à multiniveaux. Donc, 4 intervenants pour cette table ronde. Pierre-Antoine Morel, donc, tu es responsable achat des matières premières bio chez Blédina, qui est une filiale de Danone. Donc, tu vas nous apporter la vision d'un grand groupe agroalimentaire sur sa stratégie de différenciation au niveau des produits bio et sur la construction de la qualité. Construction d'une qualité que vous accompagnez dès la production avec des agriculteurs donc français. Vous êtes en particulier au niveau de Danone, Blédina, partenaire de l'ITAB dans le projet Milpa Absolu, dont l'objectif est d'accompagner une cinquantaine de producteurs en bio ou en cours de conversion vers des pratiques dites d'une agriculture régénératrice, que tu nous préciseras. Et donc, ton témoignage éclairera en particulier donc, des démarches qui, à l'échelle de l'ensemble des pratiques, sont sans doute celles qui conjuguent les attentes maximales au niveau des producteurs, puisque elles sont fléchées sur des produits pour nos enfants, pour la nutrition infantile. Donc, vraiment, c'était aussi en ça que ton éclairage sera particulièrement important en termes d'attente. Rodolphe Vidal, tu es responsable du pôle qualité et transformation de l'ITAB, donc l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, avec ces donc 2 volets. Tu coordonnes et tu participes à plusieurs projets de recherche français et européens. Et en termes de réseau, tu co-animes le réseau mixte technologique RMT Actia, donc qui s'appelle Transphobio. Tu le co-animes donc avec le CRIT agroalimentaire, PACA, notamment donc avec Cyril Bertrand, que vous voyez apparaître voilà, sur les vignettes, et qui est parmi nous donc dans la salle virtuelle. Donc ce RMT regroupe plus d'une vingtaine de partenaires qui sont experts sur ces questions et pour apporter des réponses très concrètes aux différents opérateurs de la filière aval sur les aspects transphobio. Justine Faure, toi tu es enseignante-chercheur à AgroCampus Ouest, et tes activités de recherche sont centrées sur l'évaluation multicritère des qualités de la viande de porc. Donc, cela inclut qualité intrinsèque et extrinsèque, et donc les questions de valeur ajoutée. Tu parleras au nom d'un binôme, donc le binôme que tu constitues avec Lucie Lemontagne, puisque toutes deux vous co-animez le consortium Métabio, donc, qui s'intitule Origami, et qui vise à identifier donc, des freins et des verrous au développement de la filière porc bio. Et en fait, on a choisi votre exemple, il est particulièrement illustratif dans le cadre du changement d'échelle dont on parle depuis ce matin, puisque effectivement, la filière porc bio est vraiment une filière pour laquelle on est potentiellement loin de ce fameux changement d'échelle de la bio, puisqu'on est autour de voilà, 1% des porcs en bio. Donc, avec un enjeu justement de changement d'échelle, voilà, une filière encore qu'on peut qualifier de marginale ou de niche, comme on a pu parler de bio fut un temps. Isabelle Souchon, tu es directrice à Scupov, sécurité et qualité des produits d'origine végétale à Avignon. Donc, tu es chercheur en génie des procédés alimentaires. Et tu es porteur de ce consortium très large, 7 départements INRAE qui sont dans ce consortium qui s'appelle Transbio Connect, qui vise précisément à connecter les transformations des fruits et légumes bio dans un continuum agile entre production et consommation. Et à l'inverse de la précédente filière, en fruits et légumes, qui est l'objet de ce consortium, c'est l'une des filières les plus dynamiques en bio. Et elle a déjà, on peut considérer pour partie, fait son changement d'échelle, puisque pour certaines espèces, on est quasiment à un quart des surfaces conduites en bio aujourd'hui en France dans certaines régions et en moyenne également sur le territoire. Sans plus tarder, maintenant que vous connaissez donc nos 4 intervenants, je vais lancer le débat avec Pierre-Antoine et Rodolphe dans un premier temps. Et Justine et Isabelle présenteront sous forme de flash les consortiums. Donc Pierre-Antoine, à toi l'honneur.
En fait, pour démarrer cette table ronde, on est parti d'une question très large. En fait, quelle est la vision, votre vision des enjeux qui se poseraient donc dans vos secteurs si la bio devenait majoritaire en France en 2030? C'est l'hypothèse de Métabio. Et donc, on vous la soumet directement en question de démarrage. Très bien. Bah, écoutez, merci Natacha, merci pour l'invitation, de m'avoir invité pour pouvoir un peu apporter notre vision en tant que grand groupe de l'agroalimentaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Blédinal, on a une gamme bio seulement depuis 2018. Donc, c'est déjà quelque chose qui est plutôt récent et elle représente aujourd'hui entre 15 et 20% de nos volumes de production, hein. Donc, la majeure partie quand même de notre production reste en agriculture dite conventionnelle avec le cahier des charges spécifique pour la nutrition infantile parce qu'il existe un cahier des charges spécifique pour la nutrition infantile au niveau européen. Donc, clairement, si je me projette en 2030 et que la bio est majoritaire, clairement, chez nous, les principaux enjeux, c'est de pouvoir sécuriser nos approvisionnements. On a à peu près 240 matières premières différentes qu'on utilise pour faire la fabrication de nos petits pots. Et clairement, c'est de sécuriser nos approvisionnements aussi bien en volume, donc on est sur quand même les quantités nécessaires pour pouvoir produire les volumes que l'on souhaite, mais également en qualité. En effet, nous, on fait de la nutrition infantile, donc il faut que ce soit bio plus conforme à la qualité nutrition infantile. Et pour ça, il y a quand même des pratiques, en plus des pratiques bio, qui doivent être mises en place dans les parcelles, dans la sélection des matières premières. Et d'autant plus qu'aussi on a pris des engagements forts, nous, sur la partie locale. On souhaite que 80% de nos matières premières viennent de France. Et clairement, voilà, aujourd'hui en bio, on arrive à les trouver, mais parce qu'on n'a que 15-20% de nos volumes en bio. Si demain c'était majoritaire, donc au-delà des 50-60%, je pense que ça serait déjà plus difficile en l'état actuel de la production en France. Et après, il y a un autre point qui est important pour nous, c'est aussi tout ce qui touche à l'agriculture régénératrice. On a parlé, mais on essaye d'être un petit peu mieux disant sur la partie agriculture biologique, où on a un vrai projet qu'on a justement avec l'ITAB qui s'appelle MIPA Absolu, où l'objectif est vraiment de trouver des pratiques qui permettent d'améliorer la qualité du sol en agriculture biologique. Donc, c'est aussi de pouvoir trouver suffisamment d'agriculteurs qui sont prêts à mettre en place ces pratiques en bio. Et pour nous, le deuxième gros challenge si la bio devenait majoritaire, ça serait clairement l'accessibilité prix. Notre métier aujourd'hui, c'est quand même 80% de nos ventes se font aujourd'hui dans des hypermarchés ou supermarchés et on touche la majeure partie des consommateurs entre 20 et 40 ans aujourd'hui et ils n'ont pas tous les moyens aujourd'hui de payer du bio français issu d'une agriculture régénératrice. Donc voilà, il y aura aussi cette manière en gros, quel sera le prix de l'agriculture biologique en 2030. Et pour moi, un dernier point pour faire court, c'est aussi certaines filières. Voilà, comme je dis, on achète 240 matières premières différentes. Il y a des filières aujourd'hui bio qui sont très limitées en variété. Et nous, la variété est très importante chez nous pour faire découvrir le goût et la texture à nos bébés. Et je prenais l'exemple du poisson bio. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a que des poissons d'élevage bio qui sont disponibles et qui sont très, très limités en termes de variété. Donc, pour moi, il y a aussi tout un développement de certaines filières qui sera à apporter. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Rodolphe, pour toi, effectivement, donc je vous repose cette question sur les visions des enjeux au niveau, alors là je t'interroge au niveau du RMT Transfobio, donc tu représentes pas mal d'entreprises et donc quelle est ta vision au niveau de ce RMT et des projets européens et français que tu portes sur les besoins de recherche et les opportunités, en tout cas par rapport à ces enjeux d'une bio majoritaire à 2030? Moi, je travaille plutôt sur la partie transformation, donc je vais parler plutôt de cette partie-là. C'est vrai que sur la transfo, il y a des enjeux techniques sur l'optimisation des recettes et des procédés pour conserver la qualité des matières premières qu'on peut avoir en bio, mais sur différentes dimensions, sur les dimensions nutritionnelles, environnementales, sensorielles. Pierre-Antoine vient de le dire, hein, c'est très important, mais aussi des dimensions socio-économiques ou encore sanitaires. On a parlé aussi des contaminants. On a commencé en fait à produire des outils dans le cadre du réseau mix technologique Transfobio. Je pense par exemple à l'outil de formulation du RMT où on trouve des infos pour substituer des additifs par d'autres additifs ou des additifs par des ingrédients fonctionnels ou encore des additifs par des procédés. Ça permet d'éviter les copier-coller de recettes de conventionnelles. L'idée, c'est de repenser un peu ces recettes quand on passe à des aliments bio.
Et on a travaillé aussi sur des cas d'études en fait, pour évaluer les procédés justement sur différentes dimensions. Pour la fabrication du pain et du yaourt, hein, vous pouvez voir ces diagrammes qui sont dispo sur le site du RMT et l'ITAB, où on propose des itinéraires techniques de fabrication qui permettent d'optimiser justement le produit final en fonction des qualités recherchées. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de conserver la confiance du consommateur dans le label AB en apportant une plus-value, un gain dans les différentes dimensions. On a vu que le consommateur était exigeant sur beaucoup de choses et il faut pouvoir le satisfaire sur ces différents aspects. Et d'ailleurs, le programme du RMT est structuré en ce sens avec la mise en place de différents groupes de travail sur l'aide à la formulation, l'évaluation multicritère des procédés, un groupe de travail spécifique sur les emballages ou encore sur le changement d'échelle, qu'est-ce que ça va impliquer pour les opérateurs de la bio, un groupe de travail qui essaye d'identifier les risques et les opportunités pour les opérateurs dans ce changement d'échelle. J'en profite d'ailleurs pour inviter les chercheurs présents à contribuer à la réflexion en cours et à contacter les RMT pour participer à ces projets. Voilà. Merci Rodolphe. Effectivement, dans cet atelier, on va s'intéresser beaucoup à cette adéquation par rapport aux attentes plurielles des consommateurs. Et est-ce que vous percevez, donc chacun d'entre vous, une évolution de ces attentes des consommateurs, y compris bien sûr dans tout ce qui a été présenté d'ores et déjà, de formulation, de procédés des produits bio. Et alors, on va garder le même ordre par souci de simplification, donc de simplicité, pardon. Donc, Pierre-Antoine, est-ce que, voilà, en termes d'évolution, d'attente, on parle beaucoup de changements rapides, de croissance exponentielle de la bio. Comment toi, tu perçois à ton niveau et au niveau donc, de Daniel et Lina? Oui, alors nous, au niveau des exigences, ou en tout cas des demandes des consommateurs, alors il y a un peu ce mot qu'on entend souvent de naturalité, hein, qui veut tout dire et rien dire. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années sur la nutrition, en tout cas sur la nutrition infantile, hein, parce que c'est quand même, on est souvent une clé d'entrée forte et en nutrition infantile, et les parents se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leur enfant et aussi qu'est-ce que eux prévoient de manger. Et en fait, nous, c'est clair, sur nos recettes, aujourd'hui, on a une très forte demande justement sur le fait d'avoir, entre guillemets, que les ingrédients qu'on trouve à la maison. Nous, notre métier, c'est de faire des purées de fruits, des purées de légumes. Et clairement, la demande des consommateurs, c'est de dire, bon, on veut que vous fassiez des purées comme nous, on pourrait les faire dans notre cuisine, donc avec les ingrédients qu'on peut trouver dans notre cuisine. Donc, ce qui limite énormément tout ce qui peut être additif, conservateur. Donc, nous, clairement, aujourd'hui, voilà, on a des recettes qui sont exclusivement faites à base de fruits, de légumes ou de viande, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants. Et ça, aujourd'hui, ça se voit dans les ingrédients. Et nous, c'est clair qu'aujourd'hui, les ingrédients, elle est ultra clé pour nous et pour les consommateurs, parce que c'est clair quelque chose qu'ils regardent en priorité. Et clairement, ils ne veulent pas voir des choses qu'ils ne peuvent pas trouver, entre guillemets, dans leur garde-manger chez eux. Donc ça, c'est une évolution qui est clé. Et aujourd'hui, dans la formulation de nos recettes et dans nos procédés, on doit s'adapter au fait qu'on ne peut plus utiliser ce qu'on pouvait utiliser auparavant comme additif. Et après, je dirais dans les évolutions qu'on voit arriver beaucoup, bon, le local, on en parle de plus en plus. Nous, avant, on pensait que le local était un avantage compétitif, donc parce qu'on était basé en France, on fabrique en France avec des matières premières françaises, ça nous permet de donner un avantage compétitif. Clairement, aujourd'hui, c'est plus un avantage compétitif. En fait, si on l'est pas, on peut pas vendre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est clé. D'où l'intérêt pour nous d'être au maximum le plus possible local et le communiquer, en tout cas pour continuer d'être présent en tout cas en rayon et continuer d'être acheté par les consommateurs. Et je dirais que nous, en termes d'exigence qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années, c'est aussi le besoin de transparence. Voilà, il y a quand même une grosse part de méfiance de la part des consommateurs auprès des industriels, en particulier des gros industriels comme nous, on peut l'être. Et du coup, il y a besoin d'être le plus transparent possible pour eux, et si possible que cette information ne soit pas donnée par nous, l'entreprise, mais soit portée par des technologies, j'ai envie de dire, indépendantes. Donc, par exemple, comme toutes les technologies blockchain et tout ça qui sont en cours de développement. Donc voilà, on trouve que c'est quelque chose qui est en train de poindre son nez, et c'est vraiment important qu'on puisse prouver ce qu'on fait. Merci beaucoup. Oui, merci bien. Alors, Rodolphe, donc à ton tour, oui, de nous donner ta perception de l'évolution des attentes. Alors, moi, sur les attentes des consommateurs, je vais me baser vraiment sur des résultats qui ne sont pas à moi. Hein. C'est dans le cadre du RMT, en fait, on a pu en fait se mettre en place une thèse CIFRE. Il y a une thésarde CIFRE, salariée ITAB, hein, encadrée par l'Université d'Angers et de Nantes,
qui étudie depuis mars 2009 les perceptions et les attitudes des consommateurs face aux produits bio transformés, donc qui peut quand même répondre à la question. Et pour l'instant, c'est vrai que son travail bibliographique confirme que les consommateurs ils recherchent des aliments qui sont peu formulés, plus naturels, je le mets entre guillemets parce que c'est vrai que c'est un peu galvaudé comme terme, hein, ça regroupe plusieurs choses. Et que l'on peut faire chez soi, c'est exactement ce que dit Pierre-Antoine, hein, c'est d'avoir une liste d'ingrédients qu'on retrouve dans sa cuisine. D'ailleurs, les transformateurs l'ont bien compris, hein, ce n'est pas spécifique au bio, c'est en fait ce qu'on appelle le clean label, c'est de la formulation avec des ingrédients sans additifs et qui se développe de plus en plus. Et ce qu'on peut dire aussi sur le consommateur, c'est qu'il a une vision des procédés qui diffère du chercheur technicien dans le sens où son jugement porte plus sur la nature du procédé en lui-même que sur l'impact du procédé sur le produit. Donc, ça serait intéressant aussi de mieux étudier ce phénomène pour mieux comprendre le consommateur, mais aussi pour aider le transformateur à faire le bon choix des procédés. Voilà, sur le consommateur. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a une autre question sur les questions, selon vous, des attributs, des qualités en fait, des produits bio. Et une sous-question de cette question, donc il y a un enjeu à répondre à ces deux questions en même temps, à savoir, est-ce que ces attributs de la qualité, des qualités des produits, justement, est-ce qu'ils sont convergents entre eux, tout ou partie, ou voire éventuellement, potentiellement contradictoires selon vous? Du coup, je peux peut-être commencer là-dessus. Nous, clairement, sur les attributs de la qualité de notre point de vue en tant qu'industriel de la nutrition infantile, nous, il y a déjà un triangle qui est clé. Hein. C'est de un, c'est la sécurité sanitaire. Évidemment, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas être irréprochable sur la partie sécurité sanitaire. Et du coup, on l'applique à la fois dans notre usine, mais on l'applique également au niveau de nos matières premières, donc directement au champ. Avec des exigences fortes auprès des agriculteurs sur les différents contaminants qu'on pourrait trouver sur la parcelle. Ensuite, on a un autre point qui est vraiment la qualité nutritionnelle. Pareil, là, ça vient aussi des matières premières et ça vient aussi de comment nous, on gère la transformation de ces matières premières pour maintenir des qualités nutritionnelles très élevées pour nos produits, parce qu'évidemment, on a un rôle important dans la nutrition pour le développement des enfants. Et le dernier, qui est la qualité organoleptique. Donc, qui est clairement, c'est qu'on a aussi une mission qui est donc l'éducation au goût et aux textures des bébés. Et donc, forcément, on a un petit peu ce triangle-là et chacun est un petit peu, on va dire, par exemple, pour assurer la sécurité sanitaire, vu qu'on fait des produits stérilisés, on va tendance à dire, on va plutôt augmenter la force de stérilisation. Comme ça, on est sûr que notre produit est sain. Reste que derrière, ça baisse aussi la qualité organoleptique du produit. Donc voilà, c'est tout un juste équilibre que nous, d'autres au niveau de l'usine. Donc déjà, on a des tensions en interne entre la recherche et le développement de l'usine. Et après, évidemment, nous, le point qui est toujours un petit peu, pour moi, la sous-tension que je vois aussi, c'est nous, aujourd'hui, avec l'amont agricole, c'est vrai qu'on a ce besoin, voilà, pour assurer une sécurité sanitaire, d'être irréprochable dans la qualité des matières premières qu'on achète, que ce soit en termes de contaminants, type nitrate, type métaux lourds qu'on peut retrouver, et également des pratiques qu'on souhaite aussi mettre en œuvre dans le cadre de l'agriculture régénératrice. Et du coup, voilà, ça génère aussi potentiellement des tensions qu'on pourrait avoir dans le milieu agricole. Et c'est pour ça aussi qu'on choisit aussi avec des programmes comme Mille Pas Absolus, d'avoir une réflexion commune en incluant les agriculteurs et nous dedans pour trouver les solutions et réduire ces tensions au maximum. Et l'objectif, évidemment, c'est en tout cas de partir du tension pour converger vers une solution ensemble. Merci. Rodolphe, du coup, pour toi? Quand on parle de qualité des produits bio, moi, c'est vrai que je pense à une diversité de produits, à une diversité de systèmes de production, donc qui conduisent à des caractéristiques nutritionnelles intéressantes, mais on a vu qu'ils n'étaient pas toujours très homogènes au niveau des matières premières. Je pense bien évidemment aux pratiques phytosanitaires en bio qui limitent les résidus de produits, bien sûr, qui est très attendu pour les produits bio, mais encore plus pour le baby-food, où il y a des normes très strictes à respecter et où c'est une des points des triangles à laquelle on ne peut pas déroger. Par contre, quand on parle d'empreinte environnementale sur d'autres dimensions, on voit qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Les produits bio peuvent parfois poser quelques questions. On peut penser aux fruits et légumes bio qui sont importés par avion, mais aussi à l'élevage extensif qui est mis sur la sellette dans cette dimension environnementale. Donc, c'est d'autant plus important d'évaluer les performances
sur plusieurs dimensions, parce que même si ça peut avoir un mauvais score sur une dimension, en fait, il faut bien prendre en compte la globalité du score de l'aliment. Donc, il y a des compromis à faire, il y a des dimensions qui sont contradictoires. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans les diagrammes de fabrication sur le pain et le yaourt qu'on a fait dans le cadre du RMT. Suivant les choix qu'on fait, si on veut favoriser une qualité nutritionnelle ou une qualité environnementale, eh ben, on ne va pas choisir le même itinéraire de production. On a parlé aussi de traçabilité. On attend d'un produit bio qu'il ait une traçabilité irréprochable, garante de sa qualité. Ça fait émerger la question de l'authenticité. Philippe Henry l'a rappelé ce matin, c'est une question émergente pour consolider la confiance du consommateur. On a un projet, c'est le GRAP qui est partenaire de ce projet, qui est le projet Tofu, qui s'intéresse à cette question en proposant d'identifier des produits bio par leur empreinte spectrale globale, des empreintes spectrales de type résonance magnétique nucléaire, infrarouge, spectroscopie Raman, une espèce de cristallisation sensible moderne basée sur une instrumentation de pointe qui pourrait transformer l'obligation de moyens historiquement chère au bio en une obligation de résultat, donc qui pourra aussi faire du bruit dans le paysage bio. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe. On a effectivement une dernière question, mais qu'on va se proposer de partager avec nos collègues des consortia Métabio qui vont faire donc leur présentation. Si tu veux bien auparavant, j'aurais une question à poser à Pierre-Antoine, qui est une question de précision. Bien sûr. Pendant que Justine et Isabelle se préparent. Voilà. Et je voudrais juste la question transversale qu'on soumettra à chacun d'entre nous. C'est la question effectivement des procédés, des process qui sont donc à développer ou à réinventer ou à inventer pour répondre aux fameux principes de la bio dont on a parlé ce matin et aux contraintes bien sûr de la production. Donc on va rentrer vraiment dans les questions de spécificité de ces questions de variabilité des matières premières en bio et qui est assez transversale dans chacune de vos présentations et de vos apports. Et je te laisse, Françoise, poser la question spécifique de compréhension ou d'aller un peu plus loin pour Pierre-Antoine. Oui. C'est donc dans la gamme des produits infantiles, vous avez dit, Pierre-Antoine, que vous aviez à la fois évidemment le cahier des charges bio et le cahier des charges alimentation infantile. Et donc, je voulais savoir si en fait ce cahier des charges, que je ne connais pas, d'alimentation infantile, il y avait un écart plus grand. Du coup, quand vous utilisez des ingrédients issus de l'agriculture biologique et des procédés de transformation biocompatibles, si c'était plus grand qu'avec la chaîne conventionnelle. Oui, alors du coup, c'est une question. Je veux dire, c'est pas si facile d'y répondre. Après, nous, on a un cahier des charges qui est vraiment un cahier des charges qui est en gros une obligation de résultat. On mesure tout ce qu'on fait. Et c'est bon ou c'est pas bon, il n'y a pas de zone grise. Évidemment, en amont, on met tous les moyens possibles pour arriver à un bon résultat. Donc, c'est sûr, dans ce cas des charges, il y a une notion claire, c'est tout ce qui est résidus de produits phytosanitaires d'origine chimique ou d'origine naturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, en conventionnel, si on part pas sur des parcelles dédiées, sur des vergers dédiés, c'est quasi sûr qu'on ne va pas atteindre les 10 ppb maximum qu'on peut avoir dans nos produits. Donc, en agriculture conventionnelle, aujourd'hui, on a quasiment à chaque fois, pour chacune des cultures, des parcelles dédiées et qui sont plantées à destination de la nutrition infantile. Donc, j'ai envie de dire, en conventionnel, en gros, si demain, il me manquait 10 tonnes de pommes, si j'allais les chercher sur le marché du conventionnel, je pense que j'aurais très peu de chances de les trouver. Par contre, c'est vrai qu'en bio, on a de meilleurs résultats, clairement, sur cette partie résidus de produits phytosanitaires, même si on a eu déjà des non-conformités par rapport à des produits d'origine naturelle qui laissaient des traces aussi. Par contre, on va avoir parfois d'autres problèmes comme les nitrates. Nous, les nitrates, on a une norme très stricte parce que c'est quelque chose qui peut abîmer les reins des bébés. Et c'est vrai qu'en bio, on peut trouver sur certains légumes verts, je pense à la courgette ou haricots verts, on peut trouver des niveaux nitrates qui sont supérieurs à ce qu'on peut avoir en conventionnel et qui, du coup, peuvent être non conformes. Donc, je dirais que dans l'ensemble, en bio, on a plus de chances que le bio soit conforme à la nutrition infantile, mais il y a quand même des spécificités différentes. Désolé, mais là, il faut qu'on passe aux présentations. Oui, voilà. Et la deuxième question, en fait, revient, elle est transversale et elle rencontre celle que tu souhaites débattre après les exposés, Natacha. C'est un peu de précision sur les accompagnements, puisqu'on a entendu que vous aviez un programme commun entre l'EDINA et Danone et
l'ITAB sur l'accompagnement des producteurs. Et donc, ce sera intéressant de savoir en quoi ça consiste. Merci beaucoup. Alors, Justine, on garde l'ordre annoncé dans le programme. Justine, si tu peux bien prendre à la fois le micro, la présentation, la caméra. Je fais tout ça. Voilà, super, merci beaucoup. Et pendant que tu partages l'écran pour qu'on voit, je me rends compte, j'ai eu un petit message, je ne me suis pas présentée effectivement. Donc, pour ceux, voilà, je suis Natacha Sautreau de l'ITAB et je suis en charge de l'évaluation de la durabilité des systèmes, toutes filières confondues, sans approche par une filière, mais voilà, de manière générale. Merci beaucoup et je laisse la parole à Justine. Oui, alors, hop, je vérifie juste, c'est bon, on est dans le bon ordre. Merci Natacha et bonjour à tous. Donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter le consortium Origami que nous coordonnons avec Lucille Montagne, avec un ensemble de participants INRAE, aussi des établissements de co-tutelle des UMR, la DIV, l'IFIP et l'ITAB. Alors, ce consortium for Organic Pig Farming, Origami, il part du constat qu'il y a une forte progression en fait en Europe du cheptel porcin en agriculture biologique, plus 13,2% en 2018, mais que cette part reste faible. Elle se situe à moins de 1% du cheptel porcin en 2019. Pourtant, le porc comme omnivore représente de nombreux atouts favorables au développement de la filière porcine biologique, en envisageant notamment la valorisation de coproduits, la complémentarité d'utilisation de ressources alimentaires ou encore la qualité fertilisante de ces rejets. Donc, au sein d'un réseau interdisciplinaire, le consortium regroupe 52 participants de 21 UMR-UR, une unité expérimentale et 2 instituts techniques. Ce consortium débutera officiellement en janvier 2021 pour une durée de 18 mois. Et comme ça a été déjà présenté, nos objectifs sont d'identifier les freins et les leviers au développement de l'élevage porcin biologique, mais aussi de préciser des questions de recherche prioritaires. Au départ de ce travail du consortium, on s'est fixé une hypothèse qui est celle-là. L'élevage de porc, en favorisant l'optimisation des processus et le bouclage des cycles à différents niveaux d'organisation, est un moteur au développement de l'agriculture biologique. Donc, pour cela, nous allons mettre en œuvre une méthode en 3 étapes qui sont inspirées de la méthode créative CPS et qui vise à faire émerger, on l'espère, des solutions et des innovations. Donc, la première étape, elle vise à explorer ce défi pour identifier les freins et les leviers. Elle utilisera en fait des témoins, c'est-à-dire des porteurs d'enjeux et des porteurs de projets de filières territorialisées. On estime que ce partage d'expérience est vraiment central pour ouvrir les visions, mais aussi pour faire émerger de nouvelles solutions innovantes. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs derrière leur écran qui seraient intéressés pour partager et faire partager leurs propres expériences à nous contacter dans ce cadre-là. Ensuite, une deuxième étape consistera à générer des idées. Ces idées, elles permettront de remobiliser en fait les innovations dans d'autres contextes et d'autres territoires. Et c'est ça qui nous permettra d'identifier des questions de recherche prioritaires avec l'ensemble des participants du consortium. Puis, dans une troisième étape, on travaillera sur la co-construction de projets de recherche participative, donc à des échelles qui pourront aussi bien être régionales, nationales que européennes. Grâce à la diversité des participants de ce consortium, tant par leur discipline que par leur niveau d'approche, les travaux du consortium pourront intégrer différents niveaux d'organisation complémentaires que sont la filière, les territoires, l'exploitation, le système d'élevage, l'animal et sa carcasse. Et par exemple,
face à la demande qui est aujourd'hui tirée par la consommation de jambon cuit biologique, un frein est déjà connu. Il s'agit de la valorisation de l'ensemble de la carcasse et donc de l'équilibre carcasse en bio. Donc, pour répondre à cela, plusieurs problématiques spécifiques se posent à différentes échelles. Par exemple, pour les filières et les territoires, ça renvoie aux modalités de coexistence des filières bio et conventionnelles sur un même territoire, aux innovations. Une minute, hein, une minute. Aux innovations, oui, aux circuits de distribution et aux complémentarités entre les ateliers. Et puis, à l'échelle du système d'élevage, cela renvoie aussi à la saisonnalité de production et puis à la gestion de l'eau d'animaux en fonction de l'organisation du travail de l'éleveur. À l'échelle de l'animal ou de la carcasse, cela renvoie à la gestion de la variabilité des animaux, notamment à la composition et à la qualité technologique des pièces, avec une question aussi importante autour de la différenciation organoleptique du porc bio par rapport au conventionnel, alors que le porc bio est jusqu'à 3 fois plus cher que du porc conventionnel. Donc, c'est finalement l'articulation entre ces différents niveaux d'approche et ces questionnements que l'on va approfondir au sein du consortium pour, on l'espère, créer des dynamiques territoriales et puis permettre de favoriser le changement d'échelle dont il est question depuis ce matin. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Et donc, on va passer sans plus tarder, on ne va pas prendre de questions spécifiques, mais on va donc passer à la présentation d'Isabelle Souchon, que j'ai présentée en introduction. On va basculer sur les filières fruits et légumes. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le consortium TransBioConnect. Donc, ce consortium, il vise à repenser la connexion des transformations des fruits et légumes bio dans un continuum agile entre production agricole et consommation. Donc, pourquoi transformation des fruits et légumes bio? Donc, on l'a dit au cours de cette journée, les fruits et légumes bio, c'est déjà une filière dynamique, mais finalement, les transformations de ces fruits et légumes bio, elles ont été repensées dans un système qui existait déjà et elles ne portent pas les valeurs aujourd'hui de la bio. C'est un constat que l'on a pu faire. Et donc, ce constat-là, il est basé sur que les transformations alimentaires, pour être efficientes, les procédés ont été pensés à grande échelle, des procédés continus, des procédés pour avoir des grands gains de productivité. Et pour cela, elles ont posé ces transformations alimentaires à l'amont, d'homogénéiser des matières premières, de les standardiser, voire d'imposer des dates de récolte dans certains cas, pour pouvoir traiter des petits volumes. Et donc, ces contraintes ont fait qu'on a retardé la diversification qui maintenant se situe au niveau après les transformations alimentaires pour créer la diversité de l'offre alimentaire. Si l'on prend l'exemple de ce que l'on va trouver en grande et moyenne surface, j'ai pris un exemple de ratatouille, on va trouver des produits transformés, voire aujourd'hui ce qu'on appelle des produits ultra transformés, puisque lorsqu'on prend la liste des ingrédients, pour ces ratatouilles bio, on va retrouver à la fois des amidons modifiés, des gommes de goire, des correcteurs d'acidité ou des sucres ajoutés. Et ce type de produit-là, même s'il y a des attentes des consommateurs pour des produits transformés bio, ne répondent pas forcément aux attentes des consommateurs. Donc, il est nécessaire de revisiter les transformations des fruits et légumes bio. Et l'idée du consortium, c'est de les repenser comme un trait d'union entre les productions agricoles et l'alimentation, afin d'identifier des questions de recherche spécifiques aux transformations des fruits et légumes bio. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des services reconnus. On a parlé tout à l'heure des attributs des produits transformés bio. Ces services reconnus de transformation alimentaire, c'est bien sûr les qualités sanitaires, les qualités nutritionnelles, la palatabilité, la praticité des produits. Et ces qualités, elles sont essentiellement pour le consommateur. On peut imaginer de repenser des services des transformations alimentaires, à la fois qui soient tournés vers les productions agricoles, comme le territoire, ou enfin l'alimentation. Cela pourrait être, par exemple, et ce n'est que quelques exemples, assurer une meilleure gestion d'eau à l'échelle du territoire, participer au maintien de la biodiversité,
de façon plus large, contribuer à la santé des agrosystèmes. C'est quelques exemples qui sont cités ici. Ce que l'on recherche également à regarder dans le consortium, c'est de regarder différents systèmes, que ce soit des systèmes industriels ou bien des systèmes à plus petite échelle, ou des systèmes à l'échelle artisanale. Et de pouvoir également comparer ces systèmes-là en termes de levier et de VO. Donc, le consortium TransBioConnect, c'est un consortium très pluridisciplinaire. Natacha l'a dit, on a 65 scientifiques qui viennent de 7 départements de recherche INRAE, 14 unités de recherche. Le réseau IDS est également impliqué, il y a des partenaires reconnus dans le domaine de la bio ou de la transformation. Bien sûr, les disciplines portées par ces scientifiques sont très nombreuses. Moi-même, je porte la discipline de génie des procédés, mais il y a bien sûr des agronomes, des économes, des sociologues, par exemple, et toutes les disciplines sont citées ici. On a structuré notre réflexion en 4 principales étapes. Une première étape qu'on appelait diagnostic. L'idée, c'est au travers de l'analyse de l'offre et des consommations, de l'analyse de la littérature et d'un benchmark des projets de recherche, de réaliser aussi un diagnostic socio-technique qui nous permettra de choisir des thèmes et des cas d'études que l'on travaillera en atelier de conception pour identifier nos questions de recherche. Ces questions de recherche, on essaiera de les regarder dans différents systèmes. Alors les systèmes, on a dit systèmes des contextes de transformation industrielle, artisanale par exemple, mais également différentes filières dans les fruits et légumes. Mais pourquoi pas comparer les questions de recherche des fruits et légumes versus les questions de recherche qu'on aurait dans d'autres filières animales, pourquoi pas la filière porcine, comme l'a présenté Justine, pour regarder s'il y a des questions de recherche génériques ou spécifiques, et pourquoi pas les prioriser si c'était nécessaire. Et puis la dernière étape, ce sera de construire les collaborations et le réseau d'acteurs pour aller vers des projets de recherche. Et ces projets de recherche, on les déclinera à différentes échelles, nationales, voire européennes. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet et très intégratif. Depuis effectivement le choix des variétés, ça a été pointé dans le chat de la nécessaire mise en valeur de la diversité. Il y a également des projets européens qui ont touché du doigt cette diversité spécifique à la bio, ou en tout cas qui se retrouve souvent dans il y a donc ce projet DiversiFood que je cite, parce qu'il a montré que finalement, c'était très lié aussi à la question de résilience de nos systèmes alimentaires, cette question de la diversité. Et donc, avant de laisser la parole à la remontée des questions de la salle, je souhaitais, vous avez pointé tous les 4, ou tous les 3 en particulier, moi sur les aspects porc, mais en tout cas tous les 3, le fait qu'on est face à des matières premières, souvent des lots plus petits, plus hétérogènes, une variabilité. Et donc, selon vous, quels sont les procédés, finalement, les process à inventer pour répondre à la fois mettre ensemble les principes de l'agriculture biologique et les contraintes de la production, y compris la saisonnalité. Je propose là à nouveau qu'on repasse un tout petit tour de table puisqu'on a commencé à débattre avec les questions qu'avait relayées Françoise, donc Pierre-Antoine, Rodolphe et donc Isabelle en particulier, puisque vous vous intéressez à cette question des outils de transformation. Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que du coup, nous, on a vraiment, comme je disais, on a commencé à notre gamme bio en 2018. C'est vrai qu'on a vraiment noté cette variabilité au niveau des matières premières. Et chez nous, en particulier, c'est la matière sèche sur la partie des légumes qui est un élément clé, parce que c'est ce qui va faire la texture de notre produit derrière, et ce qu'on appelle la cuirabilité de notre produit. C'est quelque chose qui est critique pour le consommateur, parce que l'objectif, c'est de rentrer la cuillère dans la bouche du bébé, ce qui n'est pas toujours très simple. Et du coup, c'est clair qu'aujourd'hui, avec des outils qui sont faits plutôt pour faire des grandes séries, aujourd'hui, c'est quand même plutôt comme ça que nous sommes équipés. On a beaucoup de mal à piloter cette variabilité. On essaye au maximum de faire de la sélection plutôt au niveau des parcelles pour avoir des parcelles à fort taux de matière sèche, mais on a quand même une variabilité aujourd'hui chez les agriculteurs qui est très difficile de piloter, en particulier avec la variabilité climatique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
voilà, on investit aussi dans nos nouveaux équipements, on teste de nouvelles technologies. Clairement, on n'a pas de recette miracle. Donc pour moi, il y a du travail aussi à faire au niveau agronomique sur la recherche variétale, sur certaines pratiques agricoles à tester. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On investit un petit peu aussi dans l'usine pour voir quel type de process pourrait être mis en place. Et enfin, nous, on a un dernier point qui est important, c'est aussi la formulation des recettes. C'est voilà, on a aussi fait le choix, en tout cas dans notre gamme bio, de partir, on va dire, de la variabilité qu'on a sur les matières premières pour formuler nos recettes. Chose qui était plutôt fait dans l'autre sens à la base, c'est-à-dire on formule une recette et on trouve la matière première qui rentre dans la recette. Et ce travail-là a permis voilà, d'avoir des formulations de recettes qui sont plus adaptées en tout cas à une certaine variabilité. Même si aujourd'hui, nous, on a un vrai souci majeur, c'est la partie réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a une étiquette, il y a une liste d'ingrédients, il y a des taux d'incorporation des matières premières dans les ingrédients, on a des taux de protéines, sucres et lipides qui sont notés sur lesquels on ne peut pas déroger. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment adapter notre formulation de recette en fonction de la matière première qui arrive à notre usine. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on peut plus utiliser, c'est comment voilà, peut-être mettre un peu plus de pommes de terre dans une recette où la matière sèche est faible. Ça, aujourd'hui, on peut pas le faire. Ou si on le fait, le temps de réimprimer les étiquettes, de refaire les ingrédients et tout ça, c'est des choses qui prennent 3 à 4 mois. Donc, du coup, c'est pas gérable. C'est pas gérable en l'état. Merci beaucoup. Rodolphe, je vois que tu as coupé ta caméra. Rodolphe ou Cyril Bertrand, donc avec qui tu co-animes le CRIT, effectivement, comment vous abordez cette question de la variabilité? Et je vois que c'est effectivement aussi une réaction dans le chat. Effectivement, ça a été évoqué par Isabelle, comment faire un atout et repenser finalement les outils à la lumière, à l'aune de la valorisation de cette variabilité et non pas comme une contrainte avec l'outil existant. On peut essayer de revoir ça dans… Voilà, je ne sais pas comment vous l'abordez. Éventuellement Cyril pour le CRIT et ensuite Isabelle. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, la question de variabilité est effectivement un sujet qu'on rencontre souvent dans les entreprises agroalimentaires. Alors, ça peut être autant une contrainte qu'une opportunité. Et du côté des solutions, c'est vrai qu'il y a le traitement de la variabilité en termes de type de produit, c'est-à-dire d'avoir des outils, et c'est ce qu'a présenté Isabelle, hein, sur l'agilité, la souplesse des outils de transformation, qui puissent à la fois traiter en saison de la purée de tomates, je vais prendre n'importe quel exemple, et puis après passer sur une campagne de purée de pommes, et puis l'hiver sur de la courge, etc. Donc il y a cette dimension d'organisation aussi industrielle hein, qui peut faire qu'on aura cette agilité et cette souplesse. Donc il y a des dimensions d'organisation, mais il y a aussi des dimensions technologiques, c'est quels outils avec quelle dimension aussi d'outils sous-jacents on va pouvoir utiliser pour avoir cette souplesse. Mais il y a aussi le traitement de la variabilité au sein d'un même produit. C'est-à-dire que quand on va, et c'est ce qu'évoquait Pierre-Antoine Morel tout à l'heure, quand on va faire un produit pour bébé, ou ce qu'on retrouve aussi dans les compotes de pommes, on a des entreprises qui acceptent tout à fait qu'il y ait une variabilité dans la qualité, notamment organoleptique, des pommes au cours de l'année, des variétés évidemment et de la saison, et qui vont même aller plus loin, c'est-à-dire en proposant des compotes d'hiver, des compotes de telle variété, pour faire comprendre au consommateur qu'une compote de pommes n'est pas unique et qu'elle va dépendre de la qualité de la matière première et de la disponibilité de la matière première. Donc il y a aussi des organisations, on a vu l'organisation, des dimensions techniques et puis des dimensions aussi marketing pour gérer cette variabilité et la faire descendre jusqu'au consommateur. Merci Cyril. Isabelle, est-ce que tu veux compléter à ton niveau par rapport à ce que vous envisagez en termes justement de cette fameuse, chacun a des mots pour la qualifier, on parle de flexibilité, de souplesse, d'agilité, tous ces termes-là voilà, qu'on invoque au regard de cette variabilité. Et finalement, derrière variabilité, on sous-entend aussi ces questions de valorisation, finalement de la diversification, de rotation plus longue, de produits plus divers, des espèces au niveau génétique. Enfin, voilà, il y a des choses, comment on joue avec ça, comment on fait rentrer dans les process cette plus grande hétérogénéité. Oui, donc il y a la question de la flexibilité, on va dire, des transformations alimentaires, hein, qui aujourd'hui, voilà, quand on dimensionne de l'inox pour faire une opération donnée, on n'a pas un outil très adaptable.
mais on peut imaginer qu'il y a des moyens. Alors, on a parlé des matières premières variables. On a dans le chat donné l'exemple des millésimes dans le vin ou des maîtres de chai sur le territoire du cognac qui savent très bien faire des assemblages pour avoir un cognac d'une certaine typicité avec des eaux-de-vie très variables au départ. Et donc, on peut très bien imaginer également un travail sur des assemblages de différentes variétés qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien faire. Alors, dans certaines filières, probablement, on sait mieux le faire. Et on a besoin à la fois d'outils pointus. On a parlé d'outils de caractérisation, de spectre. Rodolphe a donné des exemples, par exemple, mais aussi peut-être d'expertise humaine qu'il faut peut-être mieux intégrer. Mieux intégrer, je pense qu'on a perdu un peu notre capacité à intégrer l'expertise humaine dans la conduite de procédés, en voulant beaucoup automatiser. Et donc, il y a un mix à faire entre l'expertise humaine et du pilotage très fin de procédés. Ensuite, l'agilité, c'est aussi l'agilité peut-être locale, à l'échelle du territoire, entre les acteurs, que on a perdu en organisant de façon trop rigide certaines choses. Et les procédés doivent pouvoir, la transformation doit pouvoir répondre aussi en termes d'agilité et de réorganisation Merci beaucoup. Plus agile. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à ceux qui ont relevé. Donc, Françoise Médal, Cécile, j'ai vu que tu étais apparue aussi. Si vous avez des questions que vous souhaitez relayer de la salle, n'hésitez pas. Voilà, à prendre la parole. J'en ai encore de mon côté, mais n'hésitez pas à intervenir. Oui, dans le chat, il y a un sujet qui a été évoqué et qui n'a pas été discuté. Il s'agit des procédés de transformation en eux-mêmes et leur biocompatibilité. Est-ce que le constat que finalement les circuits sont pour l'instant pas très différents entre process pour des produits bio et process non bio? Alors, je ne sais pas, Isabelle qui lève la main, très bien. Voilà, et la deuxième question qui est… De récupérer la question. Et Cyril, Cyril, tu peux te laisser apparaître avec Rodolphe à l'écran, comme ça on vous voit et c'est plus facile pour interagir sur ceux qui veulent ou pas se saisir de la question, sans que ce soit une exclusivité, si l'un ou l'autre. Isabelle, je t'en prie. Oui, alors, à cette question-là, je peux répondre qu'on n'est pas très clair dans les définitions et on n'a pas les mêmes définitions de minimal processing, par exemple. Finalement, le minimal processing, quand on vient du domaine des procédés, ça va être tous les procédés un peu alternatifs à des traitements thermiques un peu élevés qui altéreraient un petit peu la matière première. Donc, on va parler de chauffage ohmique, de haute pression, des choses comme ça. Et finalement, pour le consommateur, voire pour les nutritionnistes qui essayent de classer les aliments selon leur niveau de transformation, le minimal processing, ce sont les procédés traditionnels. C'est ce qu'on sait faire à domicile. C'est la même chose que pour la liste des ingrédients, c'est ce qu'on a dans sa cuisine. Et donc, finalement, entre les attentes des consommateurs, même bio, vis-à-vis des transformations, et puis ce que l'on sait aujourd'hui pour transformer et respecter la matière première agricole, on voit bien que là, il y a un travail à faire pour mieux comprendre la perception des consommateurs vis-à-vis de la transformation. Donc, il y a une thèse en cours actuellement à l'ITAB, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire pour mieux comprendre ces degrés de transformation et savoir ce que perçoit réellement le consommateur. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut lever la main pour ajouter un complément? Oui, Cyril, je prie. Oui, c'est là, je pense que les approches transdisciplinaires, multipartenariales des programmes comme Metabio sont très importantes parce que, effectivement, au niveau du cahier des charges, il n'y a pas de différence, en gros, sur la partie procédé pur et dur. Mais il faut qu'on définisse les attributs clés, en fait, et la quantification de ce qu'on va appeler un procédé bio. Au-delà du cahier des charges, puisque au niveau du cahier des charges, il y a relativement peu de choses. Mais pour identifier ces critères qui feraient d'un procédé qu'il est plus bio que d'autres, entre guillemets, là, on a un gros besoin de méthodologie et de recherche fondamentale et d'approche multidisciplinaire, notamment avec les SHS et les interactions qu'on a avec les équipes de l'INRAE, de partout, Isabelle, mais aussi à AgroParisTech, des échanges avec Catherine Bonazzi ou ses collègues Lucia, j'ai perdu son nom, Lucia Brisset, en cours sont intéressantes parce que le point de vue du consommateur va alimenter
cette définition des indicateurs, mais ça ne doit pas être le seul point de définition des indicateurs non plus. Merci beaucoup, Cyril. Est-ce que je peux me permettre de mon côté une question? Françoise, tu souhaitais relayer une autre question de la salle? Je l'ai déjà exprimé, donc pose ta question et ensuite il faudrait revenir à l'accompagnement des producteurs, justement pour connecter produits et ingénierie inverse, on va dire. En fait, je me permettais, en fait, par rapport à l'intervention d'Isabelle, où tu dis très justement, finalement, d'aborder la question des services rendus. Et finalement, au-delà du produit en soi, on a parlé aussi de qualité extrinsèque, et ça rejoint finalement quelque chose qui a été dit ce matin et très bien dit par Dominique Potier, sénateur, sur, je reprends exactement, je ne voudrais pas trahir exactement ces termes, mais sur les bénéfices en fait sur des territoires qui dépassent le sac de course. Je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit. Et effectivement, c'est comment on encapsule finalement dans un produit final et comment on réconcilie, on conjugue finalement un consommateur, un citoyen qui attend aussi voilà, des bénéfices, des externalités autres que celles qu'on encapsule, soit via un affichage, soit via un label, un logo. Je pense que ça, dans ta présentation, voilà, quand tu parlais des services rendus par toute cette chaîne, ce maillon, ce continuum, c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui d'encapsuler finalement ça dans un produit final qu'on va livrer comme ça en bout de chaîne dans un circuit, une filière plus ou moins longue aux consommateurs. Donc, je ne sais pas voilà, comment on peut imaginer mieux encapsuler, si le terme on peut le retenir, dans un produit final, tous ces différents services. Je ne sais pas si vous avez des idées ou… J'espère qu'on en trouvera collectivement au sein du consortium. Voilà, mais c'est bien l'idée de raisonner au-delà de nos domaines disciplinaires et de raisonner en intégrant voilà, le système, le territoire, les productions, les consommateurs et la transformation, voilà, qu'on a placé au cœur. Mais, voilà. Merci beaucoup. Oui, pardon, merci Cécile. Dominique Potier, député, pas sénateur. On avait un sénateur aussi ce matin parmi nous. Tu as bien raison, je vois dans le chat. Pierre-Antoine, qu'est-ce que ça t'évoque, ces questions d'aller en… Enfin, voilà, ce matin, je ne sais pas si tu étais avec nous, mais on a aussi parlé d'autres bénéfices au-delà de voilà, questions climat, des questions d'externalité sociale, d'externalité… Enfin, comment vous voyez ça à votre niveau en termes de positionnement et éventuellement dans le cadre d'univers concurrentiel de la bio versus d'autres types de démarches, initiatives aujourd'hui? Non, mais c'est une bonne question parce qu'on se pose justement de comment pouvoir valoriser un petit peu ces externalités qu'on appelle externalités positives. Voilà, comment ça pourrait servir, par exemple, on va dire de ressources supplémentaires aussi pour les agriculteurs et comment arriver justement, enfin, nous, le plus compliqué pour nous aujourd'hui, pour une entreprise comme nous, c'est comment arriver à l'expliquer aux consommateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai rôle d'éducation du consommateur. Alors, nous, en tant qu'industriels, mais enfin, je pense que toute la chaîne doit y participer aussi. Voilà, je pense que derrière, aujourd'hui, on résume très souvent quand même ce fait qu'il y a beaucoup d'externalités positives sur il faut que ce soit payé plus cher. Voilà, moi, j'allais dire juste sur le fait qu'aujourd'hui, on a quand même une tension très forte sur la partie prix qui existe dans les réseaux de distribution actuels dans lesquels on vend. Et aujourd'hui, c'est important que le consommateur comprenne ce qu'il achète. Et je pense que c'est important justement de voir un petit peu toute la partie sciences humaines et sociales, c'est de voir ce sur quoi on est prêt à mettre de l'argent ou à investir en tout cas. Donc, ouais, moi je pense que c'est des choses qui nous intéressent à travailler en tout cas. Je pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'industriel sur cette partie éducation du consommateur et valorisation. Mais clairement, oui, il faut qu'on y réfléchisse à plusieurs. Merci beaucoup. Je crois qu'il est l'heure, je regarde vers Françoise, de donner la parole ensuite à la conclusion, aux grands témoins, c'est ça? Mais on a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes, je voudrais surtout pas… je veux bien du coup que Pierre-Antoine nous explique en quoi consiste l'accompagnement des producteurs. Oui, pardon, autant pour moi, il y avait cette… Pour donner très bien. Bah, du coup, nous, on a deux types d'accompagnement aujourd'hui des producteurs. Hein, comme on a un cahier des charges qualité très spécifique, on a aujourd'hui une équipe d'agronomes qui accompagnent les agriculteurs pour voir avec eux quel type de pratiques agricoles mettre en place pour faire des épinards à faible taux de nitrate. Donc, du coup, on va travailler sur des itinéraires culturaux, sur des périodes de récolte, sur des types d'amendements qu'on apporte. Donc, voilà. Donc, ça, on a à la fois un accompagnement au niveau
purement qualité produit. Donc là, on est vraiment sur une qualité sanitaire pour respecter les cahiers des charges de nutrition infantile. Et de l'autre côté, on a aussi donc on imagine aussi un petit peu les pratiques culturelles à mettre en place de demain. Et là, dans le cadre de 1000 pas absolus, donc le projet qu'on gère, sur lequel on travaille avec l'ITAB, la FNAB fait également partie du projet. L'objectif, c'est vraiment la problématique qu'on a soulevée, c'est améliorer la qualité du sol en agriculture biologique, en particulier en réduisant le travail du sol, en assurant des rotations cohérentes et une couverture du sol permanente. Et donc, du coup, voilà, on a co-construit aujourd'hui des itinéraires techniques dans 2 fermes pilotes en fruits et légumes, avec les agriculteurs, avec l'ITAB, mais aussi avec un large panel d'experts, dont l'INRAE fait partie. Et l'objectif, voilà, c'est de tester ces itinéraires culturaux. Alors, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir mesurer l'impact que ça peut avoir aujourd'hui, clairement, sur la vie du sol et la qualité du sol. En fait, je pense qu'il est effectivement assez emblématique puisqu'il part de vraiment le sol jusqu'à la qualité finale, le petit pot, de la pratique agricole, comment ça se traduit en termes de résultats. Et c'est vrai que c'est une chaîne finalement qui est depuis le sol. On ne parle même pas là de pratique ou d'itinéraire, mais vraiment avec des mesures de vie du sol augmentée et des choses comme ça. Ouais. Il y avait une question complémentaire ou... Je regardais le chat, pardon. Non, mais par contre, on pourrait demander à Cyril quelles sont justement les priorités au sein du RMT pour l'accompagnement et pour le développement en termes de... Oui, alors au sein du RMT, donc l'objectif du RMT, c'est comme tous les RMT d'ailleurs, donc les réseaux mixtes technologiques, qui sont des outils du ministère de l'Agriculture pour déployer le renforcement de connaissances sur des domaines particuliers. Donc Transfobio, c'est sur la transformation des produits bio. On regroupe, comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, des structures de recherche, INRAE, des écoles d'ingénieurs, des lycées agricoles, des centres techniques agroalimentaires, le CINABio, etc. Et donc, les grands axes ont pour objectif de répondre aux attentes des entreprises agroalimentaires de transformation et de les aider à répondre aux futurs enjeux, notamment du changement d'échelle. Donc, on a différents groupes de travail. Rodolphe les a évoqués, l'outil sur la formulation des produits bio, le travail que l'on fait aussi sur la caractérisation des procédés. Mais on a aussi des nouveaux groupes de travail qui ont émergé avec la nouvelle mouture du RMT, notamment sur les emballages. On en a parlé ce matin, c'est un élément clé à la fois en conventionnel, mais aussi en bio, parce qu'il n'y a pas d'obligation vraiment réglementaire sur le bio, mais il y a une obligation d'exemplarité, je pense, du bio sur la notion des emballages. Et là aussi, il faut qualifier, du coup, au-delà du cahier des charges, qu'est-ce qu'on attend du bio en termes des produits bio en termes d'emballage. Est-ce que c'est des dimensions sur la réduction des plastiques? Est-ce que c'est des dimensions sur le bilan carbone, etc. Donc, il y a tout un travail à faire, là encore aussi, de façon multipartenariale, avec des dimensions socio-économiques. Un autre groupe de travail, c'est justement sur le changement d'échelle. Donc, on est bien en phase tous sur cette réflexion de comment la bio va évoluer et puis quel va être l'impact de cette évolution sur les qualités des produits bio. Est-ce que le changement d'échelle, le développement de la bio va avoir des effets positifs sur les qualités des produits bio, sur les qualités environnementales, sur les qualités organoleptiques? Est-ce qu'elle ne va pas avoir d'effet? Est-ce qu'elle va avoir des effets négatifs? Donc toutes ces questions seront importantes à traiter dans le cadre du changement d'échelle. Et voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement prévu comme thématique de recherche et elle était aussi sortie des échanges lors de notre séminaire interne de lancement du métaprogramme. Donc, comme vous l'avez vu, on n'est qu'en première année de ce métaprogramme qui est prévu pour durer 7 à 8 ans. Et donc, c'est pour ça que c'était important d'avoir une réunion comme celle d'aujourd'hui. Malgré les aléas, on repart avec quand même une mine d'idées pour des priorités et faire des appels à projets plus ciblés sur certaines thématiques qui ont émergé comme très importantes dans l'objectif de l'accroissement du bio et de maîtriser les risques, enfin en tout cas de les analyser. Natacha, si tu n'as plus de questions,
Non, c'était remercier voilà. les intervenants de nous avoir finalement donné votre regard, votre vision, sans être des Madame Irma à 2030, mais voilà, de se dire comment les choses vont évoluer. On a parlé de continuum, de système agroalimentaire qui doit rester en cohérence. Ce matin, on a beaucoup parlé de racines, de grandir tout en ayant des racines solides pour garder cette confiance du consommateur qui est très forte. Mais la confiance, on le sait, elle peut se perdre aussi. Donc je pense que c'est cette cohérence, cette adhésion. Et Cyril, tu l'as bien montré, ces questions de compléments d'attributs qui ne sont pas inclus dans des checklists dans le cahier des charges, mais qui sont vraiment liés aux principes d'écologie et de santé, de soins du règlement européen, c'est important. Et effectivement, que ce soit de l'amont sur les questions des plastiques ou de l'aval, on se pose aussi ces questions, comment les réduire, comment avoir l'empreinte la plus minimale qui soit d'un point de vue environnemental. Donc, vous nous avez aidé à prendre de la hauteur sur toutes ces dimensions depuis le champ, le sol à l'assiette. Et je crois qu'on a beaucoup d'éléments pour tendre la perche et rendre l'antenne pour nos grands témoins conclusifs de la journée.